Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps d'ouvrir un livre était devenu un acte de résistance? Ce podcast, c'est celui des passionnés de lecture, sous toutes ses formes, sans préjugés. Dans cet épisode, je suis allé faire un tour à la librairie des Batignolles, 48 rue des Moines, dans le 17e arrondissement, à Paris. J'ai beaucoup discuté avec certains des clients qui, nous voyant arriver il y a 2 ans, nous ont demandé quels étaient nos goûts. Et je passe pour être celui qui choisit toujours les textes sordides, un peu sombres, voire même profondément noirs. Et je leur dis souvent que je le fais parce que grâce à ça, ma vie est beaucoup plus belle. Depuis 2 ans, Benoît Autier a repris cette librairie indépendante où il conseille au quotidien les lecteurs avec ses 2 équipiers, Priscilla et Simon. Figurez-vous que je les ai découverts grâce à leur compte Instagram qu'ils ont ouvert en début d'année pour partager leurs coups de cœur littéraires avec un public sans cesse plus connecté. Tapez le hashtag Bookstagram et vous aurez une petite idée du phénomène. À l'approche des vacances, j'ai demandé à Benoît et son équipe de me donner quelques conseils de lecture. Et comme vous allez l'entendre, je ne suis pas reparti les mains vides. Bonjour Benoît. Bonjour. Merci de m'accueillir à la librairie des Batignolles. C'est un plaisir. En plein cœur du 17e arrondissement. Effectivement. C'est une librairie de quartier, une vraie librairie de quartier. Vous avez repris il y a 2 ans, je crois. Est-ce que Tout à vous fait. expliquer un petit peu votre implantation et pourquoi vous avez choisi ce quartier et cette librairie en particulier? Alors après une carrière en librairie faite chez les autres, je commençais à muser et j'avais très envie surtout de revenir dans Paris. J'étais en région parisienne mais dans une banlieue proche où je ne m'amusais plus trop. Paris me rappelait de bons souvenirs. J'avais gardé en mémoire une clientèle plus bigarrée parce que je ne vivais pas dans le 78, pour ne pas citer la ville. Et j'ai à ce moment-là commencé à réfléchir, à me situer. Vivant à Vincennes, j'ai plutôt cherché dans l'est de Paris, où le maillage des librairies est un peu plus dense. Néanmoins, à Nation, quelque chose se libérait, mais une amie à moi a ouvert l'Utopie. Donc, la librairie a été reprise, j'étais très content. C'était un libraire à la retraite ou qui partait à la retraite qui avait besoin. Je me suis penché sur le cas du 17e et la précédente propriétaire était une amie qui m'a alerté il y a 2 ans et demi, presque 3 même, de son désir de quitter la Seine. J'ai réfléchi, je suis venu, le lieu m'a plu. Le quartier que je connaissais un peu m'a plu également. Et depuis 2 ans, on est plutôt heureux d'être entre ces 4 murs. Donc vous poursuivez quelque chose, hein. C'est une librairie qui existait depuis de nombreuses années. C'est une librairie que Julie n'avait pas créée, effectivement, qu'elle avait rachetée à Sophie, qui l'avait ouverte en 98. Donc c'est une librairie qui porte ses 20 ans, avec quelques marques du passé, sachant que le mobilier est d'époque, que j'ai lancé peu de travaux jusqu'à maintenant, mais que c'est prévu plutôt pour l'été prochain. Je me suis laissé 2 ans pour faire pas mal de choses, prendre mes marques, que l'équipe puisse le faire également, et dans les mois qui viennent, réfléchir à transformer ce qui nous paraît être nécessaire. Alors j'ai lu sur votre compte Instagram, parce que la librairie a un compte Instagram. Tout à fait. Pour partager, voilà, on en parlera, hein, ça fait partie de la manière dont on communique la passion des livres aujourd'hui. Vous écrivez que avant vous vendiez des livres et maintenant vous êtes devenu libraire. Expliquez-moi un peu la différence. D'abord, j'ai travaillé dans des entreprises d'assez grosse taille où le fait d'être libraire n'est pas obligatoirement ce qui est réclamé au personnel. J'ai constaté, par mon expérience, au moins dans ce milieu-là, effectivement, qu'elle soit Fnac, Virgin ou Gibert, les employeurs réclament toujours le meilleur des gens, mais on est plus amené à être un pion dans une organisation avec des besoins structurels lourds et une place à respecter. Quand on devient libraire indépendant, ce qui est quand même Gibert, hein, à défaut de la Fnac et anciennement Virgin, on a besoin d'être au contact des clients, on n'a pas de moyen de se défausser ou de se cacher, on est sur tous les rayons à la fois et on apprend le métier autrement. J'étais également passé par la librairie indépendante auparavant, mais je pense que les mois passants, c'est quand même ici que j'ai le plus transformé mes habitudes. Alors, il y a des livres partout autour de nous. Ouais. C'est une librairie, c'est par définition, il y en a beaucoup.
Ça grouille de plein de types de livres différents partout. Moi, je vais poser une question très très naïve, mais vous les avez tous lus? Absolument pas. Enfant, j'avais le défaut de les vendre mais de ne pas les lire, ce qui, à une époque, pouvait paraître étonnant. J'ai lu beaucoup de BD. C'est peut-être comme ça que j'ai pris goût à la lecture. Et puis, les années d'adolescence passant, la littérature est devenue quelque chose qui m'attirait, l'œuvre romanesque en règle générale, plus que le fait des essais. Et naturellement, au fil des ans, on accumule quelques lectures, mais la production est beaucoup trop vaste pour qu'un libraire ou qu'une librairie de notre taille puisse s'enorgueillir de lire. Justement, c'est souvent ce qui est reproché, en tout cas c'est une des caractéristiques de ce métier, c'est qu'il y a une production dantesque, que c'est difficile de mettre en avant les livres. Et que nous avons la chance tout de même dans le métier de pouvoir maîtriser. Le pouvoir en l'occurrence est lié au fait que nous avons le choix. Nous avons le choix de prendre et nous avons le choix de refuser. Ouais. Après, il est toujours difficile de dire non. C'est ça qui, je pense, détermine le plus la qualité d'un libraire. Je suis encore loin de la perfection, vu que la profusion a plutôt tendance à vivre ici à défaut de l'ascèse. Non, notre métier, effectivement, connaît une crise de production importante, qu'il est difficile d'endiguer, que les éditeurs de littérature ont choisi quand même de prendre en considération à travers la rentrée prochaine, vu qu'il y a une baisse de production qui va avoir lieu. Est-ce un arbre qui cache la forêt et le moyen pour eux d'avoir les médias qui véhiculent cette idée-là, à défaut de le faire pour les mois qui suivent, je n'en sais rien. Je pense surtout qu'en tant que libraire, on a le devoir de devenir un filtre pour un public captif de lecteurs qui cherchent à trouver des spécificités dans chaque librairie. Libre à nous après de faire avec les plus fortes demandes et les choses les plus iconoclastes qui se trouvent dans les catalogues éditoriaux. Alors qu'est-ce qui différencie la librairie des Batignolles des autres? C'est quoi votre truc à vous, votre truc en plus? Je crois pas qu'on en ait. On nous pose souvent la question. On est plutôt dans une dynamique heureuse. Le fait probablement d'un quartier en essor. Et je pense que le fait des Batignolles, c'est déjà d'être à un endroit où il y a des lecteurs. Ça, c'est une des choses qui peut peut-être nous différencier d'autres librairies en France qui sont plutôt congestionnées par des problèmes d'urbanisme et de fréquentation. On est ouvert à tout type de littérature. Je crois qu'on fait très attention à ne juger personne à travers les textes choisis, ce qui nous rend sûrement plus populaires que certains. Peut-être sommes-nous, à cause de ça, un peu moins lisibles, parce qu'il y a un spectre assez large de littérature vraiment facile à des choses très pointues. Mais j'ai toujours l'impression qu'un libraire de quartier se doit de s'adresser à tous les gens dans le quartier. À tous les publics et de proposer et pas seulement les gros lecteurs qui, si jamais on peut le dire, effectivement, sont parfois plus intéressants dans le cadre de nos discussions et nous apprennent chaque jour plus. Sont des lecteurs un peu acquis à notre cause. Alors ils trouveront toujours meilleur libraire à côté. Néanmoins, je pense que le travail du libraire indépendant, c'est plutôt de conquérir ces lecteurs qui sont partis dans des surfaces culturelles différentes, où l'anonymat et leur capacité à s'effacer et à pouvoir acheter ce qu'ils veulent est plus évident. Je pense que c'est un tort que de les laisser partir. Je pense que ces gens-là sont des lecteurs en devenir, comme nous tous, avec la possibilité de trouver auprès d'un libraire peut-être une meilleure écoute et des textes un peu plus qualitatifs, le terme mal choisi, mais peut-être un petit peu plus riches que ce qui, naturellement, il ferait seul. Alors Benoît, tous mes invités, je leur pose la même question, c'est un peu le piège. Je les fais réfléchir un peu sur le titre du podcast. Ce podcast, il s'intitule « Les gens qui lisent sont plus heureux ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Alors moi, je ne fais pas partie des lecteurs qui cherchent nécessairement le bonheur à travers la littérature. Néanmoins, j'ai eu à beaucoup discuter avec certains des clients qui, nous voyant arriver il y a 2 ans, nous ont demandé quels étaient nos goûts. Et je passe pour être celui qui choisit toujours les textes sordides, un peu sombres, voire même profondément noirs. Et je leur dis souvent que je le fais parce que grâce à ça, ma vie est beaucoup plus belle. En contraste avec ces vies cassées que la littérature draine régulièrement. Donc est-ce que ça, c'est un moyen de dire que les gens qui lisent sont plus heureux ? Je ne sais pas.
Je crois qu'ils sont plus conscients. Maintenant, est-ce que conscience et bonheur, ça rime? Je ne suis pas certain. Ouais. Moi, j'ai tendance à croire que plus on sait, plus on avance facilement dans l'existence, donc on tend vers le bonheur. Mais le bonheur, je ne suis pas certain que ce soit obligatoirement quelque chose de béat. Et donc la littérature aide. Alors, vu que vous aimez les textes un peu sombres, un peu noirs, moi j'aime bien ça aussi, mais j'aime bien quand c'est drôle aussi. Enfin, j'aime bien l'humour noir. Est-ce qu'il y a quelque chose dans les nouveautés du moment qui pourrait me plaire? Plus tout à fait nouveauté du moment, mais qui nous a fait rire effectivement le texte de Fabrice Caro, Le Discours. Fabrice Caro, auteur que nous connaissons d'abord pour ses bandes dessinées, bien qu'il ait déjà écrit des romans, sous le pseudonyme de Fab Caro, signe là un texte doux amer d'un jeune homme un peu complexé qui, un matin, alors qu'il se rend à une réunion familiale chez ses parents au contact de son beau-frère et de sa sœur, apprend par SMS que sa compagne cherche à prendre quelques distances. Ouais. Et bien évidemment, enfermé dans une salle à manger pas très heureuse, où il revoit tout le poids des ans et de ses parents, et où son beau-frère le somme de faire un joli discours, d'où le titre, pour le mariage à venir, il est préoccupé, et voire même obnubilé par ce message. Et qu'est-ce qu'il doit en faire? Est-ce qu'il doit répondre? Donc, on est dans de l'absurde, qu'on retrouvait, ou tout du moins qu'on trouvait déjà dans ces BD, qu'on retrouve dans le texte, et quelque chose qui est assez dans l'air du temps. Après, de façon peut-être un peu plus littéraire tout de même, et assez absurde, que j'ai trouvé assez grinçant, le texte de Yves Ravet, Pas dupe, qui avait paru en début d'année, nous a, Priscilla et moi, Priscilla ma collègue, énormément plu. Yves Ravet se moque de son lecteur de façon assez subtile, du moins je trouve. Il raconte comment un homme apprend au matin, au tout début du texte, réveillé qu'il est par les forces de l'ordre, le décès de sa femme. Celle-ci a repris la voiture et sur la route de la Corniche, à côté de laquelle ils vivent, a foncé tout droit. Il s'en attriste. Le commissaire de police est tout aussi navré et se montre très bienveillant vis-à-vis de ce mari qui, quand même, a une mauvaise nouvelle. Et puis tout le texte dérive vers ce qu'un épisode de Columbo peut offrir, avec des marqueurs culturels qui, d'après Priscilla, lui faisaient plus penser à Alfred Hitchcock. Mais on est donc dans un policier où on comprend très vite, le titre aide, qu'il ne faut pas rester vraiment et être dupe de ce qu'on nous raconte, et que le mari n'est pas aussi blanc que neige que ça. D'accord, oui. Ce qu'on aurait pu croire. Après, pêle-mêle, autant dans les sorties poche que dans les sorties grand format, la sortie du texte de Xavier Duringer, Making of, qui raconte... réalisateur de cinéma. Voilà, évidemment, des souvenirs de tournage mis dans une histoire de tournage qui dérive, est assez drôle. Mais bien que nous cherchions, il nous est parfois assez difficile de trouver. Donc, à la librairie, on nous demande et on est rarement en mesure de pouvoir fournir autant de choix que ce que veulent les gens. Les gens ils viennent beaucoup en ce moment. Je crois que depuis le mois d'avril, les ventes de livres repartent à la hausse. Plutôt. Est-ce que ça veut dire que les gens font un peu le plein pour les vacances? Est-ce que c'est un moment? Alors ça, on le constate, mais plutôt à partir de mi-juin. Ouais. Le premier trimestre a été compliqué en librairie pour pas mal de gens. Les années électorales, bien qu'européennes seulement, sont toujours des années particulières. Là, quand les gens votent, ils n'ont plus le temps de lire? Ils lisent que les programmes? Quand les gens votent, il n'est pas impossible que les médias véhiculent du stress et de l'inquiétude. Ouais. Ça les amène, cette année en particulier, à aller souvent vers des essais et moins de littérature. Or, le fait de la littérature a quand même été compliqué ces derniers temps. Peut-être pour cette raison d'année électorale, et on parlait tout à l'heure de surproduction. Je pense qu'il est de plus en plus difficile pour les clients d'y voir clair et pour les libraires de les aider à y voir clair. La reprise coïncide avec un moment un peu plus ensoleillé dans l'année, où le temps est un peu plus grand. Nous, on est dans un quartier où, on peut le dire, que ce soit vacances scolaires et ou pont du mois de mai, voire du mois de juin cette année, les clients partent beaucoup. Donc leur temps libre est quand même plus important. Et grâce à ça, le temps consacré à la lecture peut reprendre sa place. Vous avez parlé de Priscilla. Oui. Alors on va aller voir Priscilla. Mais bien sûr. Bonjour Priscilla. Bonjour. Ça va bien? Ça va, merci. Après, vous êtes la spécialiste de la littérature jeunesse. Oui.
Ça fait longtemps que vous vous passionnez pour cette littérature-là en particulier? Alors moi, j'y suis un peu arrivée par accident. Ouais. Au départ, j'ai pas eu grande culture jeunesse, même étant moi-même enfant. J'ai pas beaucoup lu d'albums jeunesse. On ne m'a pas beaucoup raconté d'albums jeunesse. Ouais. Mais j'ai été amenée, en travaillant dans une librairie, à devenir responsable du rayon jeunesse. J'ai la chance d'avoir pu, récupérer mon retard assez facilement, puisque la littérature jeunesse, à chaque fois, souvent ce sont des textes assez courts, donc on peut récupérer son retard assez rapidement. Et c'est comme ça, voilà, que j'y suis venue, tout simplement en ayant la responsabilité d'un rayon. Et c'est devenu une passion plus tard, puisque suite à ça, pendant 3 ans, je suis restée responsable jeunesse. Ouais. Et en changeant de librairie, je suis repartie sur des rayons jeunesse à chaque fois. Donc, Alors, je vais vous demander de me conseiller. Moi, j'ai une fille de 6 ans. Voilà, ceux qui nous écoutent le sauront. Elle aime bien que je lui lise des histoires. C'est important. Moi, j'en ai un petit peu marre de tout le temps lire les histoires de Disney. Ou de relire Mireille l'abeille 15 fois. Ma fille, elle aime bien les personnages, les histoires assez courtes, que je peux lui relire plusieurs fois. Elle aime bien les personnages un peu étranges ou bizarres. Elle aime bien qu'il y ait de l'humour. Je ne sais pas si c'est de l'humour noir, mais elle aime bien des situations un peu... Elle n'a pas peur des histoires un peu fantastiques. Est-ce qu'il y a des trucs bien que je pourrais lui emmener pour lui lire pendant les vacances ? Alors, en sortant du classique ? En sortant du classique, ouais. D'accord. N'ayons pas peur. Alors, il y a plusieurs possibilités. Madame le Lapin Blanc de Gilles Bachelet, qui est maintenant presque un classique. Pas tout à fait, mais c'est un texte qui a été pas mal primé. Donc, on en a entendu parler assez souvent. Gilles Bachelet raconte l'histoire de la femme du lapin qui est toujours en retard dans Alice au Pays des Merveilles. Ah oui, je le connais bien, lui. Ouais. Voilà, donc chose assez originale. Ce qui est rigolo dans ce texte, c'est qu'effectivement, on voit que Madame Lapin Blanc est complètement débordée. Elle a 10 enfants, elle ne sait plus comment gérer et son lapin est jamais présent. Enfin, son mari n'est jamais présent puisqu'il est constamment en retard. Dépassée par l'organisation quotidienne, elle décide d'engager une nounou. Alors la nounou l'embête grandement puisqu'elle ne cesse, on la voit dans certaines illustrations, elle ne cesse de grandir et de rétrécir. Et en fait, on reconnaît notre Alice dans le rôle de la nounou. C'est Alice, d'accord. C'est Alice. Voilà, en fait, il y a plein de références au texte de Lewis Carroll, adapté pour les plus petits. C'est une histoire que vous pouvez lire ou que l'enfant peut s'approprier et lire tout seul à partir de 6-7 ans sans difficulté. Lire, en fait. Exactement. Donc on a beaucoup d'humour. Les illustrations de Gilles Bachelet sont très riches. C'est très coloré, c'est assez magnifique. On s'y perd et les enfants aiment aussi beaucoup regarder les illustrations et découvrir les références cachées. Alors ça, c'est un très bel album en grand format. Est-ce que vous auriez quelque chose ? C'est un truc... quand on part en vacances, on aime bien que ce soit un peu plus petit, qu'on puisse mettre dans le sac sans que ça prenne toute la place. Alors, et qu'il soit pas trop long. Non, alors on va plutôt. J'aime bien Madame Lapin Blanc. Vous connaissez Katharina Valks ? Non, je ne connais pas Katharina Valks. Alors, vous allez me faire découvrir. Katharina Valks, elle ne fait que des petits albums très drôles à lire seule sans difficulté. Je vous recommande notamment Olépath qu'on aime beaucoup à la librairie. Benoît passe souvent son temps à lire Olépath aux enfants quand ils viennent à la librairie. D'accord. Olépath, c'est l'histoire de Billy qui est un petit hamster très mignon, assez sentimental dans le genre, sauf que son père aimerait bien qu'il devienne un gros dur. Donc il va lui donner un revolver et il va lui dire, bon écoute Billy, maintenant tu me montres que tu es capable d'être un gros dur. Alors Billy, n'ayant pas le choix, part à l'aventure dans l'idée de capturer un méchant pour devenir un gros dur. Et dans sa trajectoire, il croise Jean-Claude. Jean-Claude, c'est un hamster. C'est un asticot, enfin un ver de terre. Ouais, Jean-Claude l'asticot. Rien à voir avec Jean... non, d'accord. Voilà. Il est bien, ok. Et la première chose que Billy lui demande, c'est de lever les mains en l'air. Donc haut les pattes, sauf que Jean-Claude étant il peut pas, c'est un asticot, Voilà, il ne peut pas. Et on voit un peu le ridicule de la situation et ce petit Billy qui cherche absolument à être un gros dur alors que il n'a pas du tout le cœur à ça. Voilà, on va les suivre tous les deux sur plusieurs aventures et
Il n'y a pas de fantastique, mais voilà, on a un peu d'humour. Et donc, c'est un personnage qu'on retrouve dans plusieurs histoires. Exactement. Il y en a un qui s'appelle Bison, le Bison. Et dans le Bison, Billy cherche absolument à attraper un bison pour prouver à son père que c'est un gros dur, sauf que, bien évidemment, il va se passer plein d'autres choses. Voilà, on a Billy et le gros dur, on a Cheval Fou, on le suit sur plusieurs aventures. Alors, encore un conseil, Priscilla, dans le même genre. Dans le même genre. Pour ma fille ou pour les enfants des auditeurs qui ont envie de lire des belles histoires ou des histoires un peu folles à leurs enfants cet été. Toujours à partir de 6 ans ? Ouais, ou un peu plus, allez. Alors. C'est pas évident, ça. C'est une question qu'on se pose souvent, Priscilla. C'est moi, je me rends compte que ma fille a des histoires qui sont des histoires de petits qu'elle aime bien, des histoires de grands qu'elle aime bien. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que l'âge, il est vraiment fiable sur les livres pour enfants ? Non, et puis tout dépend des enfants. Et du temps qui passe aussi, parce que quand je prends pour exemple Harry Potter à sa parution, c'était un texte qui était plutôt destiné aux enfants de 11 ans. Aujourd'hui, à 8 ans, il y a beaucoup d'enfants qui ont déjà lu tout Harry Potter. Il y a des enfants qui ont besoin de prendre leur temps et qui, à 10 ans, sont encore très attachés à des courts textes encore illustrés. Enfin, voilà, je pense qu'il faut un peu bébé, quoi. Oui, faut faire en fonction de l'enfant et faut pas l'obliger à lire ou faut pas le pousser à lire des textes longs parce qu'il est en âge de lire des textes longs. Non, je pense que le rapport à la lecture se fait naturellement et en grandissant, naturellement, voilà, il viendra à lire des textes peut-être plus appropriés ou pas. Enfin, peu importe, tant qu'il y a toujours ce lien à la lecture, je pense que c'est tout ce qui compte. Finalement. Alors pour continuer, on va rester sur 6 ans. Cette fois-ci, je vais vous recommander une nouveauté que j'ai particulièrement aimée parce qu'en plus c'est joliment illustré par les illustrations de Benjamin Chaud qui a fait énormément de choses, notamment en grand format pour les plus petits. Top et Mulot. On a Henri Meunier au texte et donc Benjamin Chaud à l'illustration. C'est une toute nouvelle série qui vient de commencer avec ce premier tome qui s'appelle Les Beaux Jours, où en fait on voit Taupe et Mulot qui sont deux amis très bienveillants l'un envers l'autre. Et ce qui est assez rigolo, c'est que Taupe est myope, il voit absolument rien et tous les deux se rêvent pourtant artistes. Taupe n'a qu'une envie, c'est de devenir un grand peintre. Donc voilà, il se met à peindre, sauf qu'il ne voit rien. Et Mulot est là pour l'aider. Il lui décrit les paysages. Enfin voilà, on sent que c'est vraiment un travail à deux. Et à chaque fois, donc là dans ce premier tome, vous avez 3 petits épisodes. Et chaque épisode montre voilà, leur soutien. Ils sont capables de s'entraider. Voilà. C'est dans un univers toujours très artistique. C'est un plus petit format, mais avec des illustrations assez grandes, assez belles, très belles. Exactement. Et comme on a 3 épisodes, c'est bien parce que ce sont des textes à chaque fois courts à lire seul ou à 2. C'est top, ça me tente bien. J'ai pas encore fait mon choix définitif, Priscilla, je vous dirai en terminant la visite. Priscilla, est-ce que les gens qui lisent sont plus heureux ? Je pense, vraiment, ouais. On peut croire en n'importe quoi, on peut croire en rien, mais je pense qu'on peut tous croire en la littérature et en le pouvoir de la littérature. Mais que ce soit pour la jeunesse comme pour l'adulte, chacun en tire ses propres bénéfices. Moi, je pense que la littérature permet de donner du sens à la vie, ce qui n'est pas toujours évident de trouver un sens à la vie, mais ça permet de vivre plein de vies en même temps, tout en restant sur son canapé, ce qui est plutôt sympa. Ce qui est plutôt pas mal. Mais oui, je pense vraiment que ça rend heureux. Est-ce que vous pouvez me présenter Simon, Priscilla ? Oui. On va le voir. Oui. Est-ce que j'ai le droit de dire qu'on l'appelle Junior ? Junior ? Je vais me l'appeler Junior, moi, tout le temps. Voilà, comme ça. Simon, c'est notre apprenti qui est arrivé il y a presque 1 an maintenant et qui nous aide grandement, qui est notamment grand lecteur de science-fiction et fin connaisseur. Et donc, je vais lui laisser la parole. Merci Priscilla. Comment ça va, Junior ?
Ça va et vous, senior? Ravi. Simon, je ne sais pas si c'est de la SF. Moi, récemment, j'ai découvert David Mitchell. Je ne l'avais jamais lu. Oui, c'est de la SF, on peut le dire. C'est de la SF. Hein. J'ai lu Slade House qui vient de sortir. Ouais. Et je ne l'avais jamais lu avant. En fait, j'ai réalisé que c'est lui qui avait écrit le livre qui a inspiré Cloud Atlas. Exactement. Des Wachowski. Et du coup, maintenant, j'ai envie de lire tous ces livres. Et vous pouvez lire, si vous voulez, vous pouvez lire L'âme des horloges, qu'il a écrit avant Slade House. Et en fait, on ne le sait pas forcément si on n'a pas eu L'âme des horloges, mais Slade House est une suite de L'âme des horloges. D'accord. Donc en fait, j'ai lu la suite d'abord, quoi. Oui, mais c'est pas très grave parce que c'est juste 2-3 personnages qui se croisent. Mais en fait, il a annoncé il n'y a pas très longtemps que tous ses livres, même Cloud Atlas, se situaient dans le même univers. Et donc, vous pouvez les lire séparément, mais vous pouvez aussi les prendre comme une grande œuvre, un grand roman à plusieurs niveaux. Mais c'est vachement bien. Vous aimez la SF et la littérature de genre en général, Simon? Ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Je lis pas que ça, mais c'est la SF et la fantasy aussi qui ont fait que j'ai commencé à lire quand j'étais jeune. Et du coup, j'ai mis beaucoup de temps avant de commencer à lire d'autres choses que ça, et j'en ai gardé un goût particulier, quoi. Alors, vu que Slade House, on en a déjà parlé, est-ce que dans cet univers-là, il y a des choses sympas à découvrir en ce moment? En ce moment, j'ai découvert des petites choses récemment que mes amis m'ont conseillé. Il y avait ceci. Alors, c'est Terminus de Tom Sweterlich. Voilà. Donc c'est soit un nom un peu alambiqué, soit un pseudonyme un peu ridicule. Dont j'attendais rien au début, ce livre, et qui en fait m'a beaucoup surpris. C'est un mélange des genres. C'est à la fois un polar, puisqu'on va suivre l'enquête d'une agent du NCIS. Vous savez, c'est cette agence gouvernementale aux États-Unis qui va enquêter sur les crimes commis par les Marines. Il y a la fameuse série sur M6. Exactement. Voilà. J'en ai à sa 12 millième saison. Voilà, exactement. C'est ce même NCIS-là. Ouais. Et donc, elle fait partie du NCIS et elle enquête sur un marine qui aurait tué sa famille. Au début, c'est pas très intéressant. C'est une enquête assez classique. Sauf que dans ce livre-là, en fait, quand ils ont besoin ils piétinent sur une enquête, ils se disent, bon, on va voyager dans le temps. On va aller 20 ans dans le futur et on va voir s'il n'y a pas un suspect qui serait réapparu, etc. Donc ça vire un peu Minority Report. C'est ça, il y a un petit peu de ça. Sauf qu'on peut pas tout prendre pour argent comptant quand on va dans le futur dans ce livre, parce que c'est juste une possibilité du futur. C'est pas le vrai futur. Donc si on va dans le futur, puis qu'on revient dans le présent et qu'on revient dans le futur, et ce sera pas le même futur. Donc ça veut dire que le futur dans lequel on va n'existe pas vraiment. Et donc parfois les agents qui partent dans le futur pour enquêter, si quelqu'un sur place se rend compte qu'ils viennent du présent, ils peuvent les enfermer dans le futur pour pas qu'ils repartent, parce qu'à partir du moment où ils repartent dans le passé, ce futur cesse d'exister. D'accord. Donc pour sauver leur peau, ils vont kidnapper des gens. Et en plus, autre problème, c'est que dans le futur, on a découvert qu'il y avait quelque chose qui s'appelle le Terminus. C'est un événement qui va se produire, qui est la fin du monde. D'accord. Et à chaque fois qu'ils partent dans le futur, en fait, ils se rendent compte que le terminus, il s'est un peu rapproché de quelques années. D'accord. Donc il y a une course contre la montre comme ça qui s'engage. Je vois sur la couverture que le New Yorker a qualifié ça de mélange entre... C'est au carrefour de True Detective et Inception. Oui. Les journalistes, pour mettre sur les livres, des fois, ils font des citations un peu comme ça, croisement entre Le Seigneur des Anneaux et Marcel Proust. Mais pour le coup, c'est pas trop à côté de la plaque. Et le côté True Detective, c'est cette enquête avec un soupçon de terreur existentielle, un meurtre particulièrement morbide et démoniaque. Et le côté Inception, c'est l'auteur qui a une idée de science-fiction un peu farfelue et qui va tellement loin dedans qu'on a le vertige. Et ça marche vraiment bien. Donc, si vous voulez vraiment un thriller, page-turner qui se lit... comme ça, vous pouvez lire ça. Facile, quoi. Et si vous voulez vraiment vous faire écraser le cerveau par un rouleau compresseur, vous pouvez lire ce livre qui s'appelle Diaspora. Ah ouais. Greg Egan, c'est... Je sais pas si je vais me faire écraser le cerveau, vraiment. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à me faire écraser le cerveau. C'est vrai. Cet auteur, c'est une des rares personnes aujourd'hui qui est un auteur de science-fiction respecté et dont on n'a aucune photo. Ouais. Ce qui est un peu suspect, en fait, finalement, quelqu'un qui n'a pas sa photo sur Internet. Il est mathématicien et là, il a écrit un livre qui se passe dans un futur assez lointain
où une bonne partie de l'humanité s'est fait numériser et vivent dans des ordinateurs. Donc ils n'ont plus de corps, ils n'ont plus de limitations. Ils peuvent ressembler à qui ils veulent, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, ils peuvent même ralentir le temps puisque en fait ils ne sont limités que par leur imagination. Et suite à un événement que je ne vais pas vous révéler, une catastrophe se produit qui pousse ces individus qui en fait ont pour seule préoccupation dans la vie d'étudier des problèmes physiques et mathématiques parce qu'il n'y a pas besoin de travailler, il n'y a pas besoin de résoudre d'autres problèmes que ça. Ils se rendent compte que leur compréhension de l'univers est complètement à côté de la plaque alors même qu'ils étaient très avancés. Et donc ça les pousse dans une espèce de quête de sens qui va se dérouler sur des millénaires. Et donc ça commence avec déjà ce concept un peu difficile à maîtriser qui est qu'est-ce qui se passe quand on vit dans un ordinateur et qu'est-ce que ça implique. Et en fait, à chaque chapitre, il va de plus en plus loin. On va avoir des univers parallèles, on va avoir des descriptions d'espace en 6 dimensions. Enfin bon, voilà, c'est vraiment très compliqué à lire, mais en même temps, c'est très satisfaisant parce que on a vraiment la sensation de vivre une expérience de pensée quand on lit ça. Alors, on parlait de polar tout à l'heure. En général, les gens, ils adorent lire des polars sur la plage en été, mais à ce stade de l'année, ils ont déjà lu le dernier Franck Tillier, ils ont déjà lu le dernier Olivier Norek, même le Musso. Qu'est-ce qu'il y a de bien en polar pour emmener à la plage, sans forcément que ce soit trop facile à lire ou même surprenant dans le domaine? Je lis pas trop de polar, moi, mais alors je peux quand même tenter le coup. Je sais que chez Gallmeister, ils ressortent des choses sympas, notamment Charles Williams, qui est un auteur des années 70, me semble-t-il, qui écrit des trucs un peu déjantés. Donc ça passe bien sur la plage. Ça, il y a le côté un peu fou à l'Amérique de la contre-culture. Et j'ai vu aussi que chez Folio SF reparaissait Folio Noir reparaissait Cosmics Banditos, qui est un roman semble-t-il complètement fou, très court, déjanté, ce qui finalement est assez dans l'esprit de ces lectures d'été qu'on a envie d'aborder avec plaisir. Simon, est-ce que les gens qui lisent sont plus heureux, même quand on leur écrase le cerveau? Je pense que la lecture, c'est profondément satisfaisant quand c'est de la bonne lecture. Après, je sais pas si ça nous rend plus heureux. Je sais pas si moi ça me rend plus heureux, mais je sais que même si ça me rend pas plus triste déjà, et même si ça me rend pas plus heureux, j'ai toujours envie de lire plus. Donc il y a forcément quelque chose derrière qui continue qui nous pousse et on a envie de satisfaire un désir secret. Donc ça nous rend pas plus heureux, mais ça nous apporte quelque chose en tout cas. Je suis pas sûr de savoir ce que c'est, mais ça nous apporte quelque chose. Bon merci Simon. Moi je vais faire ma petite sélection à partir de ce que vous m'avez conseillé et de ce que j'ai aperçu. Je vous remercie. Vous nous enverrez vos impressions sur toutes ces belles lectures. Ah bah oui, je vous dirai ce que j'ai pensé, ce que j'ai lu pendant l'été. Je vais faire mon choix, ok ? Très bien. Merci beaucoup. À toi. Merci. Cette petite visite à la librairie des Batignolles s'est révélée plutôt instructive et fructueuse. Sur les conseils de Benoît, je suis reparti avec le discours de Fabrice Caro dans la collection Signes chez Gallimard. Pour ma fille, Priscilla m'a convaincu d'acheter Oh les pâtes de Katharina Valks, mais aussi Corne Bidouille de Magali Bognol et Pierre Bertrand, 2 livres pour enfants parus à l'école des loisirs. Et puis devant l'enthousiasme de Simon, je me suis laissé tenter par Terminus de Tom Sweterlich chez Albin Michel Imaginaire. Merci à tous les 3 pour leur accueil. Nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Des gens qui lisent sont plus heureux. Je vous dis à bientôt et bonne lecture.